Bienvenue au palais présidentiel de Koulouba où nous reçoit le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel pour un entretien exclusif dans le cadre de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le Mali qui a donc guidé les premiers pas de la Confédération des États du Sahel. Quel bilan, quel acquis, quelle perspective? Le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel nous répondra tout à l'heure. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Fousseni Tounkara de la cellule de communication de la présidence ici à Koulouba. Bonsoir Fousseni. Bonsoir Sira, bonsoir Excellence. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce plateau. Monsieur le Président, une année de présidence de l'AES, c'est un parcours, ce sont des étapes. Dites-nous, quels ont été les premiers actes posés lors de votre présidence? Quel est votre regard? Merci Sira. Et tout d'abord, je voudrais rendre un hommage mérité au peuple souverain de la Confédération, c'est-à-dire les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et qui ont très vite compris les enjeux de notre combat qui s'articulent autour de la vision du respect de notre souveraineté, du respect des intérêts de nos peuples. Donc je voudrais vraiment les remercier et surtout les demander de rester toujours mobilisés, engagés et que le combat n'est pas terminé. Excellence, quel était votre objectif en acceptant de diriger l'AES pour cette première année? Donc avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur les motivations de la création de la Confédération. C'est lorsque certains pays africains ont décidé d'agresser le pays frère du Niger, et c'est en ce moment que nous avons décidé d'apporter notre soutien de fraternité et surtout militaire pour vraiment défendre l'intégrité et la souveraineté du pays frère du Niger. Et il faut le reconnaître que cette menace d'agression était réelle, parce que l'un des présidents même de ces pays africains qui avait décidé d'agresser le Niger m'avait appelé pour nous dissuader de ne pas s'interférer dans cette situation. Et en son temps, il m'a demandé si toutefois on était au sérieux. Et je lui ai répondu si nous ne sommes pas au sérieux et tenter d'agresser le Niger, et vous allez voir la suite. Donc, après une heure de discussion, le président en question avait vraiment été sûr et il disait qu'il était le seul rempart pour pouvoir voir une éventuelle négociation. Mais il disait que la décision d'agresser le Niger était déjà validée. Donc, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point cette menace était réelle. Ensuite, il a essayé de m'expliquer que la situation du Niger était différente de la situation du Mali et du Burkina. Selon son terme, s'il laissait le président Bassoum en son temps, ça serait le tour de qui après? Bon, j'ai répondu simplement, si nous aussi on vous laisse agresser le Niger, ça serait le tour de qui après? Donc c'était de bonne guerre. Donc finalement, je pense qu'il est revenu à la raison quand il a vu qu'on était réellement décidé à défendre le Niger. Donc c'est pour vous dire que cette menace était réelle et pour vraiment formaliser notre union, donner un caractère juridique légitime à notre union pour défendre le Niger, nous avons décidé et signé à l'unanimité et de façon simultanée la charte de Liptako-Gourma pour instituer l'Alliance des États du Sahel. Et dans cette charte de Liptako-Gourma, à son article stipule la mise en place d'une défense collective et d'assistance mutuelle entre les États membres. Aussi, dans son article 4, vise à combattre les groupes armés terroristes sous toutes ses formes, la criminalité transfrontalière et surtout le banditisme. Donc, dans son article 6, ce qui est le plus important, qui dit l'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un État membre de l'Alliance sera considérée comme une agression et obligera une assistance collective et mutuelle des autres membres de l'Alliance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité et je pense que c'est ça qui est la garantie de cette confédération.
Alors, vous l'avez dit, c'est parti d'un pacte de défense nationale. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est 3D, diplomatie, défense et développement. Aujourd'hui, vous êtes allé sur cette base. Nous allons commencer par le volet défense, qui n'est pas de moindre au sein de la Confédération. Dites-nous, quelles sont les avancées notoires que nous pouvons noter aujourd'hui par rapport à cette question de défense? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'harmonisation, de la coordination des actions militaires? Donc, quand vous regardez de près la charte du Liptako Gourmand ne contenait qu'un seul pilier, le pilier défense et sécurité. Donc, conscient du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la défense aux questions de développement. Et comme on le dit, sans le carburant, le char ne marchera jamais. Donc, aussi conscient du fait que sans une diplomatie soutenue, ces deux piliers ne pourront pas prospérer. Raison pour laquelle, lors de la déclaration de Niamey, nous avons décidé qu'il a consacré plutôt la création de la Confédération. Donc pour élargir le pilier de défense aux deux autres piliers, à savoir défense, sécurité, et développement et diplomatie. Donc pour revenir à votre question concernant les questions de défense et de sécurité, il faudra reconnaître depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et des chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée. Parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc c'était le début de la montée en puissance. Donc aussi il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien de Alou Blonenbe du Mali. Donc toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc on vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée. Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité, bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, de mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, depuis 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récentes sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'ES aujourd'hui est parvenu à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité d'acheter aisément les équipements parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment, force est de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit, et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles
Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui la Confédération AES a marqué beaucoup de points en termes de défense et sécurité. Non seulement nous avons la liberté d'action, nous avons l'initiative, et aujourd'hui la force unifiée est déjà opérationnelle. Et elle va prendre le relais. Elle va prendre le relais, c'est-à-dire depuis 2023, ces opérations étaient déjà en cours, mais il fallait mettre une organisation plus simple, plus adaptée, pour que les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux puissent se reposer un peu. Donc cette force unifiée, c'est la nouvelle dynamique pour continuer le combat contre le groupe armé terroriste. À vous entendre, Monsieur le Président, on est rassuré que la stratégie AES va s'adapter aux réalités du terrain. Exactement, c'est militaire en réalité. L'ennemi, c'est un jeu de cache-cache. L'ennemi va aussi faire la lecture de tout ce qu'on est en train de planifier. Donc on va changer de mode opératoire en fonction des enjeux ou des objectifs à atteindre. Donc comme nous aussi, on va pouvoir développer des modes opératoires pour les contrer. Mais c'est de bonnes guerres, c'est sûr et certain, nous devons nous préparer vraiment à développer encore des stratégies et surtout anticiper. Le problème, c'est l'anticipation. Si nous parvenons à anticiper, nous allons pouvoir les neutraliser à temps et puis la peur va changer de camp. Mais toutefois, ce sont ces groupes armés qui ont l'initiative. Non seulement ça va perturber notre dispositif, ça va créer plus de peur au sein de nos populations. Donc moi je suis rassuré que nos populations n'étaient pas habituées à avoir certaines tensions dont les gens ne pensaient pas aujourd'hui s'attaquer à des citernes. Les gens n'ont jamais imaginé que cela pouvait arriver parce que les cibles qui étaient choisies, soit c'était des objectifs militaires. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'ils sont en perte de vitesse et qu'effectivement ces trous sont réellement harcelés. La donne a changé. La donne a changé, donc forcément ils vont vouloir jouer sur le maillon faible, qui est la population qui a les ressources stratégiques. Donc, je pense que l'espoir est permis. Alors, Excellence, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat et aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. La Confédération des États du Sahel a renforcé sa coopération militaire. Dites-nous un peu sur cette coopération.